Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le libre-échange, on va parler de ça. Vous savez que c'est une idée qui est pas mauvaise en soi. Elle consiste à abaisser certaines taxes qui freinent le commerce international afin de le faciliter et d'en faire profiter le plus grand nombre de personnes. Maintenant, tout est question de mesures et maintenant, les grands traités internationaux actuels sont en train de pousser depuis quelques années l'idée beaucoup plus loin, peut-être beaucoup trop loin, avec le risque que les transnationales ne prennent trop de poids par rapport aux États et, en dernière instance, au peuple et aux citoyens qui les composent, d'où danger antidémocratique. Un livre vient tout juste de sortir chez VLB Éditeur sous le titre « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange ». Son auteur est en studio. Au hasard, il s'appelle Simon-Pierre Savard-Tremblay comme mon chroniqueur. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour Jean-Philippe. Et même pour pousser le hasard encore plus loin, c'est même pendant l'heure de votre chroniqueur, pendant la section de votre chroniqueur. J'en reviens pas. Le segment, pardon. C'est la preuve que Dieu existe. Eh oui. Hein? Et voilà. Le hasard, c'est l'anonymat de Dieu, du je ne sais pas trop quel penseur. Donc, on parle d'une plaquette dont vous êtes l'auteur. C'est votre troisième ouvrage, je pense, non? Oui, absolument. Hein? Et après le souverainisme de province en 2014 et l'État succursal en 2016. 2018 et en 2020. Toutes les 2 années, vous sortez quelque chose? C'est comme qu'on appelle les suites de nombres, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. C'est pas Fibonacci, c'est un autre truc. On parle de 132 pages, très accessible. Ça se lit très facilement. C'est bien documenté. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais au côté objectif, je veux dire, ce côté formel, c'est très bien fait. Il n'y a pas de chapitre, c'est des sous-chapitres. Oui. Il y a une introduction, une conclusion, et entre les deux, il y a plusieurs rubriques, pas d'alternative, débusquer la fraude langagière, infodébat, les racines historiques, etc., que vous abordez. On va essayer de passer un peu à travers tout ça. Dans votre introduction, permettez-moi, Simon-Pierre, de commencer en lisant votre premier paragraphe. Allez-y. Vous permettez? Oui. Les systèmes politiques occidentaux sont en crise et la contestation de la mondialisation a clairement dépassé le seul terrain de la rue, loin d'être confinée à un mouvement marginal de manifestants chahutant les grands sommets, comme elle pouvait l'être au début du millénaire. Elle s'incarne aujourd'hui comme un courant politique aux visées électorale. Le discours officiel qui chante les louanges d'un libre-échange qui amènerait la paix et la prospérité à tous est ébranlé dans ses certitudes et là, coup de massue final, les fissures se multiplient depuis quelques années. Donc, on a l'impression pour vous que c'est la fin du monde ou la fin d'un cycle en tout cas. Non, ce n'est probablement pas la fin du monde, quoique la planète n'est pas dans un très bon état à cause du tout au commerce. Mais votre ton est assez presque prophétique quand même. Ben, écoutez, regardez ce qui se passe. Vous avez une double montée, à gauche comme à droite d'ailleurs, aux États-Unis de Bernie Sanders et de Donald Trump. Effectivement. En France, le Front national a certes plafonné, mais a néanmoins connu une ascension qu'on n'aurait pas soupçonnée il y a quelques années à peine. Et également de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des exemples comme ça dans à peu près toutes les sociétés occidentales qui sont en train de remettre en question le système tel qu'il est. C'est ce qu'on appelle les révoltes populistes. Et là, vous citez également le cas de la Grèce avec Syriza. Oui, mais il y a eu un référendum en Grèce à l'été de 2015 qui portait sur le plan de relance qui avait été concocté par les instances mondiales et européennes et qui s'était soldé par une victoire du non, de l'option du rejet du plan de relance en question. Et vous citez également le cas de la petite Wallonie de 4 millions d'habitants qui avait tenu en haleine à tous les géants, les mastodontes du monde, enfin de l'économie. Écoutez, pendant plus d'une semaine... Et vous avez une secrète admiration pour ces gens-là, je pense. Oui, ben Paul Magnette, que j'avais rencontré quand il était venu à Montréal en 2017. Et qui était ministre-président, comme on les appelle en Wallonie, pour désigner les chefs de ces petits États-là, et qui avait bloqué pendant plus d'une semaine le commerce mondial, ce qui est quand même quelque chose, ce qui n'est pas peu dire pour une petite région comme ça de quelques millions à peine d'habitants, et qui avait bloqué non pas un mastodonte, mais 2 mastodontes, le Canada et l'Union européenne, autour de l'accord économique et commercial global. Donc à partir du moment où il disait « il n'y a rien pour nous là-dedans, ça va à l'encontre de nos intérêts, on bloque ça ». En page 10, au début de votre livre, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui vient de sortir chez VLB Éditeur, Despotisme sans frontières, sous-titré Les ravages du nouveau libre-échange, 132 pages, très accessible et très bien documenté. Vous dites une chose, alors vous avez parlé de plusieurs révolutions populistes, et là vous arrivez carrément de plein pied. Une révolte populiste gronde en Occident. Peu à peu, vous allez en faire une seule révolte, au lieu d'avoir des points de révolte ici et là. Quand vous généralisez comme ça, c'est que vraiment la marmite est pleine. Il y a des points de révolte comme il y a des points locaux, comme il y a une révolte globale, c'est-à-dire au sens où quand on constate ce type de phénomène-là comme quelque chose d'aussi important qu'un système économique et politique qui est généralisé, c'est évident que chaque peuple
va avoir ses raisons propres, va avoir ses raisons culturelles, va avoir ses circonstances qui vont l'amener à embrasser une révolte populiste en particulier pour ces raisons locales-là. Mais quand on regarde tout ça en même temps, on se dit finalement, c'est pas si anecdotique. Il y a peut-être un fil conducteur dans tout ça. Là. Il y a 4 grands dangers, puis on va arriver un peu dans le détail de votre livre tout de suite, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il y a 4 pestes qui nous empestent, justement. L'économisme, le technicisme, l'absolutisme et l'impérialisme. Ça, c'est 4 termes que vous citez d'un auteur français, je pense, non? Régis Debray, oui, je citais il parlait du sans-frontiérisme. En plus, sans-frontiérisme. Régis Debray, il a fait de la politique aussi, ou il a fait que du... C'est un auteur connu en France. Non, à ma connaissance, il n'a jamais fait de politique. Oui, il a voyagé dans le monde entier. Il avait été avec Che Guevara, je pense. Oui, absolument. C'est ça, il avait écrit un livre sur le Che en Colombie. En effet. En Bolivie, pardon, là où il avait été tué. Donc, sans frontiérisme, économisme, technicisme, absolutisme et impérialisme. Beaucoup de ismes. Alors, on va arriver maintenant dans votre... à la substance de votre livre. Alors, comme je dis, ce ne sont pas des chapitres développés. C'est comme des petits résumés selon certains... Il y a un genre de kaléidoscope un peu dans votre structure, et c'est très bien du reste, parce que c'est pédagogique. C'est pédagogique. Quelqu'un qui ne connaît rien du tout à cette question-là, au moins peut se faire une idée, être d'accord ou pas avec vous, mais au moins vous lui donnez tous les éléments. Ce libre-échangisme, si on peut dire, se présente comme étant sans alternative. Exact. Alors, l'ensemble des membres de la classe politique vont nous marteler tous en cœur qu'il n'y a pas d'alternative. Pierre-Marc Johnson disait, si vous êtes contre aujourd'hui le libre-échange, c'est que vous êtes comme un climato-sceptique ou un négationniste de l'environnement. C'est des grands mots, ça. Négationnisme, climato-sceptique, c'est des grands... Ils amènent, vous êtes aussi comme un défenseur de la cigarette. Donc, autrement dit, une manière de dire, vous refusez l'évidence scientifique. D'accord. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, en 2018, lui avait dit ça en 2016, mais comment pouvez-vous, aujourd'hui, avec l'évidence scientifique, nier la vérité avec un grand V? D'ailleurs, Carlos Letao, le ministre des Finances du Québec, avait dit le libre-échange est toujours positif. Donc, peu importe les circonstances, ça l'est toujours. Letao est contre les tabacs. Un jeu de mots, excusez-moi. Oui, okay, Pardonnez-moi, mais la cigarette, continuons. Reprenons votre argumentation, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bon. Alors oui, donc c'est une manière de dire, peu importe que vous soyez favorable aux principes, c'est une raison d'accepter tous les accords, sans exception. Donc que tous les traités, dans les milliers de pages qu'ils ont, à la virgule près, seraient nécessairement bons. Il faut préciser une chose, Simon-Pierre Savard-Tremblay, je le disais dans l'introduction, vous n'êtes pas contre le libre-échange dans son principe, c'est dans l'application et sa généralisation, en fait. D'abord, c'est là-dessus qu'il faut... Et ça, c'est très important. D'ailleurs, le sous-titre, c'est les ravages du nouveau libre-échange. C'est ça, voilà, du nouveau. Parce que le libre-échange, ça fait longtemps qu'il existe. Le libre-échange, c'est un principe économique qui veut dire que vous, sur les marchandises, vous abaissez les droits de douane pour que ça circule librement. C'est ça dans le terme. Et d'ailleurs, vous parlez des racines historiques du libre-échange. Vous le faites commencer au début du 20e siècle, je pense, juste avant la Première Guerre mondiale, non? On pourrait dire fin 19e aussi. C'est-à-dire que oui, il y a eu la révolution industrielle, une période de croissance importante. Mais bref, le libre-échange, il est appliqué après la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'on a appelé le GATT, le GATT, le General Agreement on Tariff and Trade. En Uruguay, ça? C'était signé là-bas, non? Ça, c'était l'Uruguay Round. C'est après, Voyons, j'ai du mal avec mes prononciations. L'Uruguay Round. Ça doit être pas si mal comme ça. Très bien. Alors donc... ça, c'est plus tard. Mais le GATT, il met sur pied ce libre-échange généralisé. Mais le GATT, déjà, remplace la Charte de la Havane. La Charte de la Havane est signée à la fin des années 40 et proposait le libre-échange, oui, mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on disait que c'était une concertation mondiale en matière de développement économique où on disait si le libre-échange est souhaitable sur certains produits, soit. S'il ne l'est pas sur d'autres, soit aussi. Donc, autrement dit, on était pour les échanges, on veut favoriser les échanges, mais pas à n'importe quelle condition. Pas n'importe quel bien non plus. On disait l'objectif, c'est le plein emploi mondial. Donc, il y avait une idée de concertation mondiale autour du développement humain. On est pour le commerce, mais si le commerce va à l'encontre du développement humain, on le suspend dans les secteurs où il faut le suspendre. Donc, il y avait une vision que l'homme passait avant la loi, si j'ose dire, ou avant l'économie. Mais la Charte de la Havane n'a jamais vu le jour parce que les États-Unis ont refusé de la ratifier. Et c'est finalement le GATT, donc libre circulation des marchandises, qui sera mis en place. D'accord. Aujourd'hui, les nouveaux accords n'ont rien à voir avec ça. Parce que les nouveaux accords sont des milliers de pages qui surviennent à l'époque où il n'y a déjà presque plus de droits de douane. Mais il y a aussi des transnationales aujourd'hui qui n'étaient pas aussi grosses que ça auparavant. Aussi, évidemment. Ça j'y arrive après, si vous le voulez bien, sur les transnationales. Je le veux bien.
Merci pour votre tolérance en la matière. Plein de mensuétude à votre égard. Il le faut. Ce libre-échange contemporain, le nouveau libre-échange, n'en est même plus un. Joseph Stiglitz, le grand économiste, disait, lui, que ces nouveaux accords-là portent sur bien des choses, mais pas tant que ça sur le libre-échange. C'est-à-dire que le commerce entre les pays est déjà une réalité, l'interdépendance économique en est déjà une, la libre circulation des marchandises en est déjà une. Donc, ça porte sur quoi, au final? Ce sont des milliers de pages. Mais des milliers de pages de règlements. Donc là, ça me fait rire quand on me dit les traités commerciaux, c'est l'allègement des règlements. Je pense qu'à 6000 pages... L'alourdissement, hein, d'après vous. Ouais, à des milliers et des milliers de pages, des pavés réglementaires, on a déjà vu mieux comme allègement. Le gagnant là-dedans, c'est l'actionnaire derrière toutes ces transnationales. Attendez, et le perdant... Ces accords-là portent maintenant sur des sujets qui n'ont au final qu'un lien très, très indirect avec le commerce. D'accord. Mais alors, le gros bobo, maintenant, c'est que c'est tellement poussé à bout que ce ne sont que les actionnaires qui décident de ce qu'on signe, et les grands perdants, c'est les États et les citoyens derrière, non? Évidemment, évidemment. Parce que ces accords-là, puis ça, c'est une nouvelle une nouveauté qui vient avec l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, dans les années 80. Ouais. Pardon, c'est les années 90, parce que 80, c'est l'accord de libre-échange, tout simplement, entre le Canada et les États-Unis. Mais quand on ajoute le Mexique, ça devient l'ALENA par la suite. Oui. Mais donc, cet ALENA, il met en place ce qu'on a appelé la protection des investisseurs. Donc ça, ce que ça stipule, c'est que, grosso modo, c'est tout un chapitre, le fameux chapitre 11 de l'ALENA. Tout ça a l'air très technique, mais c'est quand même très, très concret. Qui protège l'investisseur au détriment du consommateur ou du citoyen de tel ou tel État. Alors voilà, c'est ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est que des compagnies étrangères, si on insiste là-dessus, des entreprises étrangères, des investisseurs étrangers, d'ailleurs, dans une définition très financière, c'est-à-dire qu'investir ne signifie plus aller vraiment développer une collectivité. Ça peut vouloir dire simplement une petite transaction en fin d'après-midi, mais bref, les investisseurs étrangers, si elles pour protéger leurs profits, peuvent mettre les États devant les tribunaux si une politique ne fait pas leur affaire. Et en général, les États ont moins d'argent que les transnationales, etc. Quel est... on doit accélérer, excusez-moi Simon Pierre Savard-Tremblay, vous êtes l'auteur de ce Despotisme sans frontières, paru chez VLB Éditeur, sous-titré « Les ravages du nouveau libre-échange », 132 pages, très accessible et très intéressante. Tout ça se fait... Le grand perdant, finalement, c'est la vie politique, la démocratie, le citoyen, c'est bien ça? Absolument, absolument. Pourquoi? Imaginez que vous êtes concerné par la cigarette, par exemple. Oui. Bon, c'est pour ça que l'exemple de Pierre-Marc Johnson avait fait qu'être contre le libre-échange, c'était comme être un défenseur de la cigarette, me fait bien rire. Parce que vous êtes concerné par la cigarette et vous militez pour que votre État adopte des politiques anti-tabac. Il peut arriver ce qui est arrivé en Australie, que les cigarettières vous mettent devant les tribunaux. Voilà. Vous estimez, par exemple, pour prendre un cas québécois, qu'il ne doit plus y avoir d'exploration sous le Saint-Laurent, d'exploration pétrolière et gazière sous le Saint-Laurent. Vous militez en faveur d'un moratoire. Vous le citoyen? Oui. Oui, d'accord. Il peut y avoir désormais... Oui, parce que le citoyen, qui dit citoyen, dit démocratie, dit nécessairement souveraineté nationale aussi. Bon. Oui. Il peut y arriver, donc, comme c'est arrivé depuis 2013, avec la compagnie Lone Pine Resource, qu'il y ait une poursuite contre votre État parce qu'il a adopté un tel moratoire. Donc, au nom de la circulation des investisseurs et des capitaux, on permet désormais aux multinationales de renverser les choix démocratiques. Puis je vais même vous dire que selon la CNUSED, selon la Conférence nationale des Nations unies sur le développement, il y a eu environ, dans 58% des cas, il y a eu un recul de la volonté politique, partiellement ou en totalité, à cause de ces poursuites-là. Et d'ailleurs, vous soulignez l'indifférence politique, qui est un petit chapitre, page 85 de votre livre. On revient aux révoltes populistes du début, dont on parlait il y a quelques minutes, Simon Pierre Savard-Tremblay. Vous citez cette phrase de Laurent Fabius, qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il avait dit une chose, début des années 2000, je pense, que l'émergence du Front National en France, c'était une mauvaise réponse, mais à des bonnes questions. Autrement dit, le Front National posait de bonnes questions et apportait de mauvaises réponses. Il s'est fait taper dessus pour ça, déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, ces révoltes populistes qu'on a vues en Grèce, en Espagne, à droite et à gauche, sont justement une mauvaise réponse, mais à des bons diagnostics, à des bonnes questions? Ça dépend lesquels. Dépend lesquels. Par exemple, Bernie Sanders, aux États-Unis, me semble avoir un programme infiniment plus cohérent
est plus porteur que celui de Donald Trump. Bon. Oui. Mais Donald Trump, ça n'enlève pas qu'il a gagné, notamment dans les États clés qu'il a réussi à emporter. Tout à fait. Comme le Michigan, qui est un État très désindustrialisé, qui a été victime de beaucoup de fermetures, de délocalisation. Il a gagné ces États-là en ayant, sur certains points, la même dénonciation que Bernie Sanders. Pas les mêmes solutions, mais la même dénonciation. Puis là, une fois élu, d'ailleurs, ce même Donald Trump se met à gouverner, à s'entourer des plus riches et de gouverner pour eux. Rêvons un petit peu en couleur, Simon-Pierre Savard-Tremblay, ou peut-être pas en couleur. Vous êtes président des États-Unis. Vous avez écrit ce livre « Despotisme sans frontières » paru chez VLB Éditeur, sous-titré « Les ravages du nouveau libre-échange ». Le monde est ravagé, donc, justement, par le libre-échange nouveau. Quel correctif apporteriez-vous? Et ça serait la révolution totale, retour en arrière? Quelles mesures pourrait-on prendre? Parce que votre conclusion est consacrée au correctif, justement. Ben, moi, je donne un exemple du modèle qui devrait être entrevu. Allons-y. Mais c'est un modèle très idéal. Je suis bien conscient qu'il y a toujours des dynamiques politiques, qu'il faut qu'il y ait certains cycles, qu'il faut qu'il y ait un momentum, qu'il faut qu'il y ait une porte qui soit ouverte pour aller dans cette direction-là. Mais moi, j'ai décidé de ratisser large sur ce que devrait être l'idéal. L'altermondialisme? Non. Non, parce que moi, je parle plutôt de démondialisation. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas synonyme de fermeture, qui n'est pas synonyme de repli sur soi, loin de là, qui n'est pas synonyme de fin du commerce. D'ailleurs, je ne connais personne qui soit contre l'ouverture et contre le commerce, mais qu'il faut maintenant être capable de dire qu'il faut mettre un frein. Il faut être capable de dire, là, peut-être qu'on est allé un peu loin avec ce dogme de la croissance à tout prix, peut-être que les multinationales, peut-être qu'il faut rétablir l'équilibre entre le politique et l'économique. Autrement dit, que tout n'est pas intérêt lucratif des puissances privées. Vous parlez d'un internationalisme intelligent. Ça veut dire quoi, ça, internationalisme intelligent? Ça veut dire que oui, il faut continuer à avoir une concertation mondiale, qu'il faut continuer à avoir des relations internationales, mais que ça soit pas... Aujourd'hui, ce n'est même pas de l'internationalisme. D'ailleurs, vous savez, au début, la Charte de La Havane, dont je vous parlais tout à l'heure, devait mettre sur pied une organisation internationale du commerce. Mais finalement, ce qui est né en 1995, on l'a appelé l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, vous faites une différence entre international et mondial? Oui, parce qu'on ne parle plus de relations entre les nations, donc internationales, on parle du monde. Oui. Donc c'est comme s'il y avait une gouvernance au-dessus des têtes des peuples comme ça, qui allait leur dicter leur façon de faire, et surtout qu'un État ne s'avise pas à aller contre la doxa. Il y a aussi, pour terminer, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous n'êtes pas pour l'altermondialisme pour une raison bien simple, c'est que l'altermondialisme et le libre-échangisme à outrance dont on parle aujourd'hui, tous les deux sont pour le démantèlement des États, en fait. Oui, et vous êtes pour la restitution d'une souveraineté. Des souverainetés nationales. Évidemment, pas de manière illimitée. Il y a des questions comme l'environnement. Moi, je suis de l'école de dire que chaque peuple a le droit à tout, y compris de se tromper. Évidemment, on évite de commettre des erreurs, des abus. Ça, il doit y avoir quand même des pouvoirs mondiaux là-dessus. Mais le droit de se tromper, quand on dit que la liberté de l'un porte atteinte à la liberté de l'autre, s'arrête lorsqu'elle porte atteinte à la liberté de l'autre. Dans la question environnementale, si vous polluez sans arrêt, là, il va y avoir des impacts sur vos voisins. Et si votre peuple, c'est les Chinois de 1,3 milliard, ça fait un gros peuple, alors que les gens du Sikkim sont 200 000. Donc, il vaut mieux que ce soit les gens du Sikkim qui se trompent plutôt que les Chinois. On le souhaite, effectivement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes chroniqueur à cette émission et vous êtes l'heureux auteur de votre 3e ouvrage qui vient de paraître chez VLB Éditeur, Despotisme sans frontières, sous-titré « Les ravages du nouveau libre-échange », 132 pages, tout public. On a le prix de ça ou pas? Je vois pas le prix. $20. $20. Environ, grosso modo. Cher, plus 5%. Mais on vous invite évidemment, comme toujours, à aller dans une librairie indépendante pour acheter vos livres plutôt que dans un magasin de grande surface. Merveilleux, Simon-Pierre Savard-Tremblay. On vous retrouve dans une semaine? Avec grand plaisir, Jean-Philippe. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, on parle de quoi? Des 10 ans de Bixi, notamment. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.